et que la sweat lodge, on va la construire ici. Donc pour la construire, la hutte, on va prendre par exemple du bois de noisetier qui se plie bien sans casser, et on va s'en servir pour construire un dôme. Un dôme pas très haut dans lequel on rentrera pour s'asseoir tous ensemble. Quand on commence une sweat lodge, donc on invite les gens à se réunir pour construire la hutte, et assez vite, on va allumer un feu. Donc le feu, il va être là. Et on construit une sorte de tipi en bois dans lequel on va allumer le feu. Et sous ce tipi en bois, on place des pierres. Donc pas des pierres comme ça, hein, là c'est mes pierres à moi, mais je crois que c'est des pierres calcaires qui vont particulièrement retenir la chaleur. L'idée en fait c'est de faire le feu, placer les pierres dessous, et que toute la journée, les pierres elles chauffent sous ce feu. Donc on se réunit au matin. Son idée à ouvrir. Je souhaiterais découvrir ce fameux lieu qui s'appelle le Une conférence ce matin. Bonjour. Salut Pascal. Bonjour. Bonjour. Tu peux venir si tu veux. On est en train d'écouter Noémie qui nous fait une conférence Oui, en fait. bah, c'est quoi conférence? Vas-y Isaac, tu... Il est pile à l'heure pour être ce matin c'est sweat lodge pour tout le monde. Et donc on a mis nos pierres sous le feu, on allume le feu, ça se fait plutôt au matin, parce que les pierres il faut qu'elles chauffent toute la journée. Donc on peut aller ramasser du bois, aller ramasser le noisetier, trouver des couvertures, des vieilles couvertures qui vont nous servir. Donc en réalité la hutte elle serait à peu près haute comme ça. Elle n'a pas besoin d'être... on ne se tient pas debout à l'intérieur, on va rentrer à quatre pattes et on va s'asseoir par terre. Au milieu de l'espace où on fait la hutte, on creuse un trou et c'est dans ce petit trou qu'on amènera les pierres chaudes une fois qu'elles auront bien chauffé. Donc je vais allumer le feu. Donc pendant toute la journée, le feu c'est le lieu... Pendant toute la journée, le feu c'est l'endroit où on peut venir on peut venir réfléchir à ce qui va se passer, parce qu'en fait le rituel il commence dès qu'on commence à allumer le feu, dès qu'on commence à construire la hutte. Donc le noisetier qui est tressé en quelque sorte, enfin, qui est plié, croisé, on peut venir nouer là où les branches se croisent pour que la structure soit assez solide, et on met toutes les couvertures par-dessus. En fait ce qu'on veut dans cette hutte, c'est que la lumière ne passe pas, donc qu'il fasse bien noir à l'intérieur, et on veut aussi assez de couches pour garder la chaleur. Mais il faut éviter de mettre des trucs plastiques ou des trucs dégueux qui vont suinter. Donc le mieux c'est vieille couverture, vieux duvet, des grands draps pour contenir la chaleur et bloquer la lumière. Pendant ce temps-là il y a le feu, et donc pendant la journée il vaut mieux pas trop manger de trucs lourds, plutôt manger des fruits, boire des tisanes, des pancakes, des œufs brouillés. Ouais. En fait, je voudrais vous faire passer, je vous ai amené chacun une petite lumière que vous allez pouvoir vous allumer. Ça, c'est votre lumière à vous, quoi. C'est votre braise, votre étincelle, votre éclat, votre étoile. C'est votre petite lumière. Dis donc, c'est ta lumière. J'en ai mis une. Oh, il est chaud. Ça va, je crois que ça va. Mais il y en a. Hop. Est-ce que tout le monde tient? C'est juste ta petite lumière. Ah. Bonjour. Bonjour. Et celle-ci, je l'ai allumée au feu, et donc tout le monde peut s'allumer sa petite lumière à partir de celle-là. Comme ça, on est un peu tous allumés au même feu. Tu restes. Je suis déjà allumé comme ça. Prends ta lumière, Julie. Ah oui, il y a pas de problème.
J'en remets quelques-unes là, on verra. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, quand le soleil commence à se coucher, que les pierres elles ont bien chauffé, que tout le monde a pris le temps de se promener un peu dans les alentours, de s'étirer, de méditer, de discuter avec les gens qui sont là, quand le soleil commence à descendre, en fait c'est un rituel qui a souvent lieu la nuit. Moi la tradition, là où je l'ai appris c'est aux États-Unis. La tradition que moi j'ai apprise, elle vient de la tribu des Lakota, qui est une des tribus des peuples indigènes d'Amérique du Nord. Il y a plein d'autres traditions, là moi je vous transmets la version générale en quelque sorte. Ce qui se passe c'est que ça a souvent lieu la nuit, à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Et bonjour. Tiens, je te fais passer une petite bougie. Bonjour. Vous pouvez l'allumer à la bougie de la voisine. En fait, la hutte de sudation, ça sert à plusieurs choses. Ça avait souvent lieu la nuit comme rituel, souvent en phase avec la lune, soit la nouvelle, soit la pleine. Il y avait plusieurs rôles. Il y a un rôle de nettoyage, comme quand on va dans un sauna ou dans un hammam, le phénomène tout simplement de la sudation, de relâcher les toxines parce qu'on transpire. Il y a l'idée du collectif, il y a l'idée de se mettre tous ensemble et d'aller tous ensemble dans le même état, qui est un état plus organique, très en lien avec comment notre corps fonctionne. Il y a la volonté de se nettoyer aussi psychiquement de ce qu'on a pu accumuler sur soi, des pensées des autres ou de nos propres pensées qui ruminent et qui en fait se déposent elles aussi. Et le phénomène de la sudation et de l'ouverture des pores, ça aide à se dégager psychiquement. Dans le cas des peuples semi-nomades qui se déplacent et qui vivent en campement, qui vivent de façon tribale et collective, la hutte de sudation c'était aussi pour se nettoyer de l'odeur du campement, qui est une odeur spécifiquement mammifère et humaine, avant d'aller chasser. Ça leur permettait en fait d'être moins repérables quand ils se promènent dans les espaces sauvages pour aller y chasser, ou aussi pour aller repérer où sera le prochain campement. Mais donc c'est une façon de se relier avec les éléments, de peut-être s'écarter un peu de leur mode de vie mammifère, humain, en tribu, et de pouvoir se connecter, donc là on va encore plus loin dans les usages, peut-être se connecter à des guides, à des formes animales ou végétales, ou complètement des êtres spirituels qui les guident et qui leur donnent des idées, des suggestions sur par où est-ce qu'il faudrait aller. Ça peut les aider à repérer quels animaux pourraient être leurs alliés dans ce voyage-là. Est-ce qu'ils vont suivre un serpent? Est-ce qu'ils vont suivre un criquet? Voilà, la hutte, elle servait à tout ça. Elle sert encore à tout ça. Et donc, quand tout le monde se rassemble autour du feu avant de rentrer dans la hutte, c'est là qu'on peut repérer quand on le fait de nos jours, nous, en Occident, en fait, on rassemble ces pratiques-là, on en fait ce qu'on peut. Et donc si vous le faites au moment où tout le monde se réunit autour du feu avant de rentrer dans la hutte, c'est le moment où vraiment tous les regards vont se croiser. Les personnes vont remarquer, ok, c'est tous ensemble qu'on va y aller. En général, il y a un gardien du feu, quelqu'un qui va rester dehors à alimenter le feu, parce que c'est important qu'il reste vraiment animé, même pendant qu'on est dedans, et qu'il soit encore bien vivant quand on sort. Donc il y a un gardien du feu ou une gardienne du feu, et souvent il y a un guide ou une guide, et c'est quelqu'un qui va justement avoir ce rôle de médiateur un peu, de faire en sorte que tout le monde se voit, et qui va ensuite, en général c'est cette personne-là qui va brûler la sauge. Donc ça, moi je m'en suis déjà servi, c'est de la sauge blanche qui pousse en abondance en Amérique du Nord, même si là il y en a beaucoup qui ont brûlé, ça vient surtout de Californie, et il y a eu des grands feux de forêt, donc il y a un peu moins de sauge en ce moment. Mais c'est de la sauge blanche qu'on fait sécher comme ça en bundle, ça s'appelle, une sorte de petit fagot. Et donc pour les Amérindiens, c'est une plante qui est sacrée,
c'est justement cette plante du nettoyage, quoi. Qui prépare au rituel. Donc là, moi, je l'allume. Et ce que le guide il va faire, en tout cas moi j'aime bien quand ça se passe comme ça, c'est que, on va dire que les personnes sont autour du feu, on va dire que vous allez tous rentrer dans la petite hutte qui est là, et vous seriez là autour du feu, et le guide sans doute commencerait par indiquer les 4 directions. Donc là j'ai pas regardé, vous savez où il est le nord? Le nord il est là, donc en fait il présenterait la sauge au nord, il la présenterait au sud, faut m'aider pour l'est et l'ouest. Il la présenterait à l'est, il la présenterait à l'ouest, et il le nommerait tout ça, il le raconterait pour que tout le monde ait un sens du temps et de l'espace. Qu'on comprenne, on commence d'ici, on est juste là, quoi. Et ensuite, il inviterait chaque personne une par une à passer devant lui, et il passerait la sauge autour de cette personne. Des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et il y a un autre truc qui est super, que font souvent les... Ça va s'éteindre assez vite. Juste avant de rentrer dans la hutte, donc il faut imaginer qu'il va falloir se mettre, va falloir se baisser. Et puis souvent on nous a conseillé de porter soit un maillot de bain, soit une sorte de paréo, mais un truc assez léger. Parce qu'à l'intérieur, on va complètement transpirer, on va ressortir trempé. Et donc, la personne, ce qu'elle peut faire qui aide beaucoup, c'est poser une main sous le nombril, une main dans le bas du dos, juste avant qu'on rentre là-dedans, pour nous aider encore une fois à bien se placer dans notre centre de gravité et à bien être présent dans nos jambes et dans notre corps. Et donc là, chaque personne va rentrer dans la hutte de sudation. Moi, la première fois que j'ai fait ça, j'avais 18 ans. Et pour moi, ça a été un... Et moi, j'ai pas de petite bougie. Pour moi, ça a été... J'ai eu l'impression que c'était un rituel de purification du capitalisme, en fait. C'est que je suis rentrée là-dedans, j'ai vécu le rituel, je suis ressortie, et je me souviens avoir senti un rapport aux éléments et à ce qui m'entourait qui était tout à fait nouveau, quoi, que j'avais l'impression d'avoir été nettoyée de toute l'angoisse adolescente que je transportais, d'avoir toujours peur d'être pas assez, d'être un peu ratée, d'être un peu en retard, d'être un peu trop moche, d'être un peu trop pas drôle, trop je sais pas quoi, mais que de toute façon je savais rien faire de mes mains et que j'étais jamais contente, et en fait ça m'a ramené à des essentiels, quoi. De voir les étoiles au-dessus de ma tête, de sentir l'herbe sous mes pieds, de sentir mon souffle, et de sentir que mes yeux, ils étaient animés, quoi. Qu'en fait, il y avait de l'amour déjà dans mes yeux, et que quand je regardais les autres, je les attisais et qu'ils m'attisaient aussi, et que en fait, ça, c'était... voilà, c'était une sorte de... C'était comme une révélation, peut-être. En tout cas, c'était quelque chose qui m'a soignée de beaucoup d'angoisse, que j'ai continué de côtoyer après. Mais en fait, à partir de ce moment-là, j'avais toujours cet endroit-là auquel je pouvais revenir à l'intérieur de moi. Et quand je réussissais à m'en souvenir, ça me donnait un peu plus de force. Là, on va pas rentrer tous ensemble dans ma petite souhaite, mais je vous propose qu'on fasse de vous laisser guider par moi. Je vais peut-être m'asseoir là-dessus. Et de fermer les yeux. Je vais juste essayer de vous emmener un petit peu dans cet espace-là, à l'intérieur, cette histoire de pieds, de ciel, etc. Ça va me faire du bien aussi, parce que je parle un peu avec la gorge là. Donc c'est la méditation de l'arbre. C'est tout à fait improvisé, mais
Mais c'est quand même des bases, je vous expliquerai après d'où ça vient. Donc pour commencer, c'est fermer les yeux et prêter attention à votre souffle, au rythme naturel de votre respiration, au fait que vous respirez. Et vous pouvez aussi prêter attention à ce avec quoi votre corps est en contact. Vous avez les fesses sur une chaise ou sur une banquette, vous avez les pieds par terre, vous avez peut-être le dos en contact avec un dossier, peut-être que vos bras touchent vos jambes. Voilà, prendre conscience de ça, de votre corps dans l'espace. Tout en restant avec votre souffle tel qu'il est. Vos inspires, vos expires. Et plus vous sentez votre souffle, plus vous vous délectez de l'inspire, qui vient peut-être gonfler un peu votre ventre, et de l'expire, où là votre ventre se resserre un petit peu et vous expulsez l'oxygène. Ok. Et là vous continuez et vous sentez l'énergie qui descend dans vos jambes, qui descend jusqu'à vos chevilles, qui descend jusqu'à vos pieds, tout en respirant. Et vous emmenez cette énergie encore plus bas, vous sentez que vous avez des racines. Que les racines, elles vont au-delà de vos pieds, vers la terre, aussi profondément dans la terre que vous voulez. Vous voyez vos racines qui s'enfoncent, et vous restez avec les racines et vous remontez doucement par le même chemin. Vous repassez par les genoux, par le bassin, passez par le cœur, vous remontez vers la tête, vous passez au niveau de l'espace entre vos deux yeux, au niveau du front. Et là, quand ça arrive en haut de la tête, vous voyez que vous avez aussi des branches. Il y a des branches qui partent au niveau de votre tête, jusqu'au-dessus de votre tête. Ça s'étale, quoi. Ça s'étale sous le soleil. Et vous sentez qu'il y a, au bout des branches, il y a même des petites feuilles. Des petites feuilles qui dansent dans le vent. Et vous sentez aussi que vos branches, avec ces petites feuilles, ça croise les branches des voisins. Et les petites feuilles des voisins, en fait. C'est une canopée, la petite canopée du café sauvage, là, ce matin. On a tous des branches et des petites feuilles qui se chatouillent et qui se croisent et qui se touchent. Et on sent le vent et la lumière dessus. Et cette lumière qui vient sur les petites feuilles, quand on respire, on l'inspire en nous, en fait. Cette lumière, elle redescend dans les branches, elle redescend au travers de notre tronc. On a aspiré la lumière du soleil qui descend à travers notre sève, qui descend et qui repart dans les racines. Et c'est cette énergie-là, c'est cette force-là qui va creuser dans la terre, vers les nappes phréatiques, vers là où elle va trouver de l'eau, vers là où nos racines vont trouver des nutriments. Et là, on se régénère, on reprend des forces, on inspire, on fait monter la sève. Amenez encore cette force-là jusqu'à vous, laissez-la remonter. C'est comme le mouvement du sang, le mouvement de la sève, c'est un mouvement circulaire. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là, on fait remonter encore. Et amenez-la jusqu'au cœur. Et si vous voulez, vous pouvez poser vos mains sur votre cœur, justement. Sentez-le qui bat. Vous pouvez remercier de sa force, à ce cœur, qui pulse et qui bat, et qui fait tourner le sang en nous, et qui fait tourner l'énergie en nous.
ça, c'est une méditation qu'on peut faire. On aurait pu la faire en se tenant les mains aussi. Là, j'aime bien parce qu'en fait, avec les branches et les feuilles, on peut, pour les personnes qui n'ont pas envie du contact, on peut juste le percevoir. Et il y a quelque chose de magique, je crois, dans le fait de faire des petites expériences comme ça, de quelque chose qui nous dépasse. On ne sait pas exactement comment ça se fait, mais en fait, on est reliés. Bonjour. Et donc, je voudrais vous raconter une métaphore comme ça sur la magie, parce que moi, j'avais envie de parler de magie. On parle de rituels, de sorcières, de magie, en fait. Et une façon de parler de magie que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps, que j'aime beaucoup, c'est l'image de la lampe de poche, en fait. L'image de la lampe de poche, c'est que quand on se promène dans la forêt la nuit, si on se promène avec une lampe de poche, on va éclairer tantôt une feuille, une branche, un caillou, peut-être un bout de passage de chemin qu'on va trouver au loin. Et ça, c'est notre vision ordinaire, c'est la vision avec laquelle on regarde le monde tous les jours. C'est une vision focalisée, une vision analytique, une vision qui découpe chaque objet en fonction de si on va en avoir besoin ou pas. Donc là, je vois ma tasse et je bois avec ma tasse. Je bois dans ma tasse. La vision de la magie, en quelque sorte, on pourrait... Je vais parler des travaux d'une femme qui s'appelle Starhawk, et elle parle de la vision étoilée, et c'est comme si on était dans cette même forêt, mais qu'on éteignait la lampe de poche. Et au lieu d'avoir un faisceau qui se pose sur chaque objet, et donc l'hémisphère droit surtout du cerveau qui va dire « Ah oui, ça c'est une feuille, ah oui, ça c'est un arbre, ah oui, ça c'est de l'écorce de chêne », j'allais dire « Ah oui, ça c'est un gland », mais... Je ne pouvais plus ne pas le dire. C'est un gland, qu'est-ce qu'il fait dans un arbre? Et ça, c'est la vision focalisée. Tandis que si on éteint la lampe de poche, et ben le gland il est toujours là, mais on le regarde pas de la même manière. C'est-à-dire que, pour revenir vraiment dans la forêt, elle appelle ça la vision étoilée. On aurait pu, la lampe de poche qui nous permet de se concentrer sur un objet, on aurait la lumière des étoiles, qui est une lumière hyper diffuse, qu'on devinerait plutôt à travers la canopée, et donc on verrait un ensemble de feuilles qui bougent, on commencerait sans doute à percevoir d'où vient le vent, peut-être qu'on verrait un amas, une sorte de masse beaucoup plus sombre, et là on se dirait, ah, il y a peut-être des rochers, ou il y a peut-être une butte, il y a peut-être quelque chose. Peut-être qu'on verrait que les arbres dessinent une droite à un moment, et on se dirait, ah, peut-être que par là il y a un chemin, parce que tous les arbres ont l'air de s'arrêter au même niveau. Et notre vision dans ces cas-là, elle est plus vaste, elle est plus totale, elle s'intéresse plus à l'atmosphère et au mouvement général de là où on se situe, plutôt qu'à l'identification ponctuelle de chaque objet. Et au quotidien, on est plutôt amené à faire appel à la vision analytique. Chaque objet, tel qu'on va s'en servir, il y a une porte, il faut que je l'ouvre, où est la clenche, comment je rentre. Alors qu'avec la vision étoilée, quand on éteint la lampe de poche, on peut rentrer plus dans des flux, dans des mouvements, quoi. Quel est le mouvement général qui m'amène vers là? Ou dans cette pièce ici, au lieu de vous regarder chacun les uns après les autres et les unes après les autres, je peux aussi être plus portée par quelle est l'atmosphère générale. Donc c'est un peu froid, en même temps je sens qu'il y a de la tension, les couleurs sont assez légères, et il y a les petites lumières, et je peux commencer à voir qu'il y a un cercle qui est dessiné. Les rituels fonctionnent souvent comme ça, avec plus la vision étoilée que la vision lampe de poche. Et donc quand vous êtes invité ou curieux de participer à un rituel, pensez que vous avez la liberté d'éteindre votre lampe de poche et que ça peut vous aider à participer à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on peut définir la magie, je crois, c'est
La magie, c'est la capacité à changer de conscience à volonté. C'est altérer sa conscience à volonté, changer sa façon de percevoir la réalité comme on le souhaite. Et on éteint et on allume la lampe de poche. On peut essayer de passer sa vie entière avec sa lampe de poche éteinte, mais on risque de se prendre un mur à un moment, parce qu'en fait, on a besoin des deux, quoi. La réalité commence là où tu te casses une jambe si tu tombes du haut d'un toit. Il y a quand même des moments où on a complètement besoin de la lampe de poche. Mais on peut aussi l'éteindre, et on peut sans doute l'éteindre plus souvent qu'on est invité à le faire en général. Ah oui, j'ai oublié un truc. Je vais rentrer dans la hutte. Elle va se mettre en slip. Alors, petite porte qu'on a bien laissée, donc je soulève un peu les couvertures. Je rentre à l'intérieur de la hutte qui est vraiment toute petite. Je fais attention aux pierres qui sont toutes chaudes. Et là, chaque personne, on va dire que je suis la première qui est passée dans la sauge, et chaque personne va rentrer à la suite. Donc en général, on se décale un peu comme ça autour du trou, jusqu'à trouver sa place. Et on va être tout serré, et on est dans le noir. On a tous un peu la peau nue, donc on se retrouve collés, on redevient un peu des petits chatons, quoi. On est tout proches les uns des autres, et le guide va rentrer en dernier. Et là, il va appeler le gardien du feu, il va dire « Gardien du feu, amène les pierres !» Et là, le gardien du feu, il prend une fourche, il commence à attraper les pierres, et il les fait glisser par l'entrée, et il les fait tomber dans le trou qui est au milieu. Et souvent, quand les pierres arrivent, on les caresse avec de la sweetgrass, avec une herbe odorante. Et vu qu'elles sont très chaudes, ça rend l'herbe incandescente, et ça dégage une odeur assez douce. Et on les salue, les pierres, quand elles entrent. Donc le guide, il aide à faire ça, à dire bonjour grand-mère, bonjour grand-père. Et on salue la sagesse qui est contenue dans les pierres et qui va venir là nous procurer sa chaleur et nous procurer sa sagesse. Donc on accueille les pierres, donc elles sont pas chaudes. On les met au milieu. Et une fois que toutes les pierres sont là, on remercie le gardien du feu. Et en général, le guide, il a amené avec lui de l'eau, parce que c'est comme dans un sauna, on lance de l'eau sur les pierres, et ça fait monter la vapeur aussi. L'eau, elle peut être parfumée, elle aussi, parfumée au romarin souvent, parce qu'on dit que le romarin, ça aide à se souvenir. Moi, je n'ai pas de macérat de romarin prêt. Là, j'ai mis quelques gouttes de ylang-ylang, qui est une fleur qui pousse beaucoup au Costa Rica. C'est une très jolie fleur jaune, avec une odeur assez douce, moi je trouve. Et en fait, il fait passer le bol. On est dans le noir, donc déjà, tous les gestes, ils vont être un peu différents, parce que tu es obligé de toucher un peu le voisin, enfin, on est obligé de se soutenir d'une façon qui n'est pas très habituelle, quoi, de se guider. Là, on est en vision sans lampe de poche, qu'on le veuille ou non, quoi. Et donc, on fait passer l'eau, et chaque personne va être invitée à déposer. On appelle ça déposer, ça veut dire que on imagine que dans le mouvement de jeter de l'eau sur les pierres, on est aussi en train de déposer des choses dont on ne veut plus, des choses dont on aimerait se débarrasser. Par exemple, je peux dire je dépose cette dernière engueulade qui n'arrête pas de me trotter dans la tête et je veux juste plus y penser, quoi. On peut dire Tu dis tout. quoi? Tu dis pour toi ou tu dis pour tout? Eh ben, pour toi ou quoi? Dans le rituel, Tu le dis tout haut ou tu le penses? Ah ben voilà, j'allais vous dire ça après. Je voulais faire un autre que je dépose. Je dépose ma peur d'être à découvert. Je dépose ma culpabilité d'être tout le temps à découvert.
Et c'était le truc. Il y a des trucs à déposer là. J'avais juste, je l'avais préparé, je voulais. Mais merci Françoise, parce que c'est exactement ça que je voulais préciser après. Et moi je ressors. Et justement, je voulais vous proposer d'en profiter. Et effectivement, il n'y a pas besoin de le dire à haute voix quand on est dans la sweat ou quoi que ce soit. Et même, il y a un copain qui m'a dit un truc qui est resté avec moi depuis. C'était un rituel un peu différent où mais c'était la même idée, en fait, il fallait prendre un bout de bois et dans le bout de bois mettre ce dont on ne voulait plus et le lancer dans le feu. Et moi, à ce moment-là, je me souviens lui avoir dit, je disais, ouais, mais là, moi j'en ai marre de la magie, mais en fait, je comprends plus rien, comment ça marche, qu'est-ce que je mets dans le bout de bois, qu'est-ce qui va se passer après, enfin, j'étais... Tu vois, de formuler l'idée, de dire quoi que ce soit, ça me paraissait trop. Je disais, mais moi, je veux plus rien, je veux juste que ça se calme, je sais pas comment le dire. Et il m'avait dit, mais en fait, t'as rien à formuler, quoi. Tout ton corps, tout ton être, il sait de ce qu'il a besoin de lâcher. C'est pas grave si mentalement, t'arrives pas à en faire une phrase. Mais par contre, prends ce bout de bois et lance-le dans le feu. Et tout est dit, quoi. Et donc, ouais, bien sûr, ça peut être silencieux. Ce qui est magique aussi quand on le fait à plusieurs, c'est que souvent, ce que disent les autres, c'est aussi, des fois, ils le formulent pour nous, en fait. Oui, justement, là, l'intelligence, elle devient émotionnelle et collective. Parce qu'on n'est plus tout seul à formuler ses angoisses et ses emmerdes, mais les autres nous offrent des miroirs de choses qui nous tracassaient, mais qu'on n'avait pas eu, que seul, on n'aurait peut-être pas réussi à le dire. Donc je vous le fais passer si vous voulez lancer un petit peu d'eau. Vous n'êtes pas du tout obligé de dire quoi que ce soit, c'est surtout pour sentir le geste et puis vous faire plaisir dans la pichenette. Et essayez de lancer plutôt vers la flamme. Parce que je me disais, vous pouvez lancer des trucs genre je dépose toutes mes verrues ou des trucs. Mais lancez-les bien au milieu, quoi, pour pas les lancer sur les autres. Ça, c'est pas de la magie. Et c'est ça que je voulais ajouter aussi. Je retourne dans la sweat pour vous le dire. C'est qu'en fait, quand on lance l'eau, quand on dépose ce dont on ne veut plus, ça tombe sur les pierres, ça les anime, ça permet à la pierre de nous procurer encore plus sa chaleur. Donc il y a un mouvement en fait de partage. On est dans un mini écosystème qu'on vient d'inventer, un écosystème spirituel et organique et biologique dans lequel on vient se transformer, quoi. On vient changer là-dedans. Et donc quand on dépose, c'est pas comme si on mettait à la poubelle. Parce que comme disait un copain aussi, il n'y a pas de poubelle. En vrai, il n'y a pas de poubelle. On met toujours les choses quelque part, quoi. Et donc c'est pas comme si on l'annulait de notre histoire. C'est plutôt qu'on le nomme, on le reconnaît, on le dépose et on demande à la terre d'en faire autre chose. Mais on l'a reconnu et donc là, cette eau, en fait, elle va s'élever, elle va venir se redéposer sur nos peaux. Mais elle aura été transformée. Donc c'est pas vraiment comme de le mettre sous le tapis et de dire je veux plus jamais voir ça. C'est je reconnais que ça existe et j'aimerais que ça se transforme. Et j'aimerais que ça devienne autre chose. Mais dans un premier temps, juste je le balance et je fais confiance aux pierres, à la terre, à la chaleur et à tout ce qui veille sur nous en quelque sorte, juste à l'intelligence de la terre et de la transformation pour que ça devienne autre chose. Et ça se dépose sur nous et on va mêler notre sueur à ça. Et puis quand on sortira, on ira vraiment se laver encore plus, quoi. Voilà, je voulais juste dire ça, que ça se transforme. C'est pas vraiment que ça se jette. Mais dans un premier temps, on peut y aller gaiement sur le fait de dire ça, je veux plus que ce soit dans mon champ à moi et je fais confiance à la terre pour qu'elle en fasse autre chose. Quand même logique en nature. Ouais. Il y en a deux là. Tu lui donneras quand il repasse. Ok. Bon, il y a une énorme histoire que j'ai envie de déposer.
avec vous, c'est justement l'histoire des sorcières. J'avais vraiment envie de vous raconter ce que j'ai appris, ce que j'ai bouquiné sur les sorcières. Donc là on va passer dans une partie un peu plus dure et puis un peu plus théorique aussi. Mais bon, ça s'appelle une conférence. Hein. Je vais mettre mes lunettes et tout. On prend des notes. Non, il n'y a pas du tout besoin de prendre des notes. Puis je vais faire de mon mieux pour l'expliquer tel que je le comprends. Mais en fait, le mot sorcière aujourd'hui, il n'a pas très bonne image, quoi. C'est une sorte de vieille femme avec des verrues sur un balai. Il l'a jamais eu de toute façon. Il l'a jamais eu, mais voilà. Carrément. Il l'a jamais eu et en fait, si, il a eu. Il a eu une bonne réputation, mais le mot à l'époque, ça aurait plutôt été une guérisseuse. Ah oui. Et carrément, le mot sorcière. D'ailleurs, je n'ai pas l'étymologie du mot en lui-même. Ce dont j'ai envie de vous parler, c'est plutôt en termes d'histoire, histoire occidentale, Angleterre, France, Allemagne surtout. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'Inquisition? Le mot sorcière, c'est... En fait, c'est 1484, c'est un pape, le pape Innocent VIII, qui dit que toutes les personnes qui ne respectent pas la foi catholique et dont les pratiques ne sont pas chrétiennes sont des hérétiques. Et il établit, la bulle en particulier, c'est elle qui établit la sorcellerie comme une hérésie et comme étant passable de mise à mort. En 1486, donc on est sur le 15e et le 16e siècle, il y a deux Suisses qui s'appellent Kramer et Sprenger, qui sont des hommes d'église. Ils écrivent un pamphlet qui s'appelle le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Et en fait, c'est un grand texte et c'est une sorte de cahier des charges des sorcières. Donc, de quoi est-ce que les femmes sont accusées et pourquoi est-ce qu'il faut les trouver, ces femmes qui adorent le diable? Donc, elles sont accusées de forniquer pour de vrai avec le diable. Elles se réunissent en groupe, elles invoquent le diable vient en chair et en os et ils font des immenses orgies avec le diable. Et donc, c'est comme ça qu'elles obtiennent des pouvoirs magiques et ces pouvoirs magiques-là, elles les utilisent sur la population. Mais le Malleus Maleficarum, c'est vraiment un texte où il n'y a pas besoin d'être Freud pour sentir qu'il y a de la frustration sexuelle là-dedans, quand même assez dingue, quoi. C'est des hommes d'église qui ont fait un vœu de chasteté et qui ont complètement déliré sur ce qu'étaient les plaisirs de la chair, sur ce qu'était le fait en fait d'être terrestre, quoi. Et pourquoi ça tombe sur les femmes? Parce que les femmes enfantent, parce que les femmes saignent, parce que les femmes... Après, j'aimerais pas trop généraliser, mais en fait, il y a cette idée du désir et de la séduction et de la femme qui est vénale. Enfin, dans la Bible, c'est écrit depuis le départ, quoi. C'est la femme la tentatrice. Mais eux, ils ont pris ça vraiment à un autre niveau. Donc, ok, on a l'Inquisition. Donc là, j'ai amené... En fait, il y a un bouquin qui est génial, mais qui est assez dense en termes d'information. C'est un ouvrage universitaire qui est un peu corsé, quoi, qui s'appelle Caliban et la sorcière. Ce que Silvia Federici, elle a fait, c'est qu'elle a fait une grande enquête historique et sociologique et une lecture marxiste de pourquoi est-ce qu'il y a eu l'Inquisition. Parce qu'on a brûlé ces femmes. Elle a aussi croisé les chiffres, essayé d'établir combien de femmes. Parce que j'ai l'impression que dans l'imaginaire populaire, c'est anecdotique. C'est quelques femmes sur un bûcher parce qu'elles étaient vraiment... parce qu'elles avaient mauvaise réputation, parce que c'était une petite vieille qui habitait aux abords du village et que... ou alors parce qu'elle était rousse. On a des petites idées comme ça. Mais en fait, c'est au bas mot 200 000 femmes qui sont arrêtées, torturées, assassinées en Europe. Et si on... c'est difficile de compter, en fait, on compte en regardant les minutes des procès. On compte en regardant les aveux qui ont été obtenus sous la torture. Donc une femme qui allait en dénoncer 10 ou 12 autres sous la torture, ben on peut aussi ajouter ces femmes-là, même si on n'a pas les minutes de leur procès à elles. Et on peut aussi ajouter les femmes qui n'ont pas été exécutées, mais qui ont été bannies. Parce qu'à l'époque, être bannie d'un village, c'était
part être voué à la mort, ou en tout cas être voué à une existence extrêmement difficile. Et donc les chiffres vont de 200 000 femmes à 9 millions. Ça dépend de comment on compte. Moi je vous donne cette fourchette-là pour indiquer que c'est vraiment pas anecdotique. Et pourquoi est-ce qu'il y a des ouvrages qui sont écrits là-dessus? C'est parce que ce qui peut être interrogé, c'est justement pourquoi est-ce que ça a lieu à ce moment-là de l'histoire? Pourquoi ça a lieu au XVIe et au XVIIe siècle? Qu'est-ce qui se passe en même temps? En même temps, on est aux prémices du capitalisme, on est au tout début de la révolution industrielle, on est en train de passer de l'économie féodale à l'économie mercantile. Je trouve pas le terme, mais si l'extermination de femmes à ce moment-là, ça pose des questions, ça se situe vraiment à ce moment de jonction entre des économies basées sur les droits d'usage des terres, sur les droits communaux, et ensuite on passe à un mode économique qui est basé sur la propriété privée, avec des parcelles que chacun possède et que chacun va être amené à faire fructifier pour faire partie du grand jeu économique, industriel, qui est initié en fait par le commerce triangulaire. Donc il y a un rapport entre le début du règne de la propriété privée, le début de l'économie de profit, l'économie de gain, et la chasse aux sorcières, et l'Inquisition. Je voudrais vous lire un petit passage de ce livre-là, parce que je crois que ça met en chair l'histoire que je vous raconte, et c'est pas très long. Cette partie-là du livre, elle s'appelle « Le temps des bûchers ». Note sur une période cruciale de l'histoire. Vous allez voir, c'est une histoire, c'est pas du théorique. Elle a peur. Sa peur a une odeur plus forte que les aiguilles de pin que foulent ses pieds sur le sentier de la forêt. La terre fume après la pluie de printemps. Son propre cœur est plus sonore que le meuglement du bétail sur le pré communal. La vieille femme porte un panier d'herbes et de racines qu'elle a arrachées. Il semble à son bras lourd comme le temps. Ses pieds sur le sentier sont les pieds de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Cela fait des siècles qu'elle marche sous ses chênes et ses pins, qu'elle cueille des herbes et les rapporte pour les sécher sous les avancées du toit de sa chaumière, sur le pré communal. Depuis toujours, les gens du village viennent à elle. Ses mains sont des mains qui guérissent. Elles peuvent retourner l'enfant dans le ventre de sa mère. Sa voix murmurante charme la souffrance et la chasse, ou berce l'insomniaque jusqu'au sommeil. Elle croit qu'elle a du sang de fée dans les veines, le sang de l'ancienne race qui élevait des pierres vers le ciel et ne construisait pas d'église. À la pensée de l'église, elle frissonne. Elle se souvient de son rêve de la nuit précédente. Le papier cloué sur la porte de l'église. Elle ne pouvait pas le lire. Qu'est-ce que c'était? La proclamation d'une chasse aux sorcières? Elle se passe les mains sur les yeux. Ces jours-ci, la vision est un malheur. Ses rêves sont hantés par les visages de femmes torturées, leurs yeux sans sommeil, les paupières lourdes tandis qu'elles doivent marcher, monter et redescendre, nuit après nuit, affaiblies par la faim, les corps rasés et offerts en spectacle à la foule, transpercés pour trouver la preuve qu'ils appellent les marques du diable, puis pris pour l'amusement privé des geôliers. Et ils étaient doux en Angleterre où les sorcières étaient seulement pendues. Elle pense aux récits murmurés à des réunions venant d'Allemagne et de France, et parlant de mécanismes pour leur écraser les os et leur désarticuler les membres, de veines déchirées et de sang répandu dans la poussière, de chair carbonisée, tandis que les flammes s'élèvent autour du bûcher. Pourrait-elle garder le silence sous cette torture ou se briserait-elle? Avouerait-elle n'importe quoi? Dénoncerait-elle comme ses compagnes sorcières n'importe qui, toutes celles qu'ils veulent? Elle ne sait pas, elle espère qu'elle ne saura jamais. La vieille femme fait le signe de bannissement de sa main gauche et continue son chemin. Peut-être le papier cloué du rêve était-il quelque chose de complètement différent, mais il avait une mauvaise odeur. Enclosure. Vont-ils diviser la terre commune, construire des barrières, détruire les petites chaumières comme la sienne? Elle sent un coup de poignard sous son corsage et s'assoit à peine capable de respirer. Oui, c'était ça. Que va-t-elle faire? Qui parlera pour elle ou l'acceptera chez lui?
Elle n'a pas de mari, pas d'enfant. Autrefois, le village l'aurait protégée, mais maintenant, les prêtres ont bien fait leur travail. Les malades la craignent, même quand ils viennent lui demander son aide. Les villageois ont peur les uns des autres. Les mauvaises récoltes, les loyers des terres, le prix de la nourriture qui augmente toujours. Il y a trop de rats à gratter le même petit tas de grains, et les prêtres et les prêcheurs sont toujours dessus pour se l'accaparer. Mais il y a eu des soulèvements à l'ouest et au nord contre les enclosures. Il pourrait y en avoir ici. J'y suis presque. Elle se retourne et regarde les profondeurs de la forêt. Un moment, elle est tentée de s'y enfoncer, de suivre le chemin plus loin qu'elle n'a jamais été. Certains ont dit que ceux de l'ancienne race vivaient encore au centre caché de la forêt. L'abriteraient-ils? Où trouverait-elle les campements des gens sans maître, des bohémiens, des hors-la-loi, de ceux qui ont été expulsés comme elle de la terre? La vie serait-elle plus libre sous les arbres? Aurait-il besoin d'une guérisseuse? Et surgirait-il un jour des bois et des landes d'une armée de dépossédés pour détruire les barrières des seigneurs, les châteaux et les églises, pour restaurer la liberté de leur propre terre? Elle reste immobile. Mais finalement, elle remet son panier à l'épaule et repart vers le village. La jeune jaunée au moulin est près d'accoucher, et la vieille femme sait que ce sera une naissance difficile. Elle aura besoin des herbes qu'elle rapporte dans ce panier. Elle a peur, mais elle continue à marcher. Nous avons toujours survécu, se dit-elle. Nous survivrons toujours. Elle se le répète encore et encore, comme une incantation. Je voulais vous transmettre cette image-là parce qu'elle parle mieux que moi. Je peux l'expliquer encore un petit peu. Je voudrais vous donner 2 ou 3 aspects d'analyse historique de cette histoire, mais c'est ça l'image, quoi. Elle a conscience qu'elle va se faire virer, que ce soit par une chasse aux sorcières ou par le phénomène des enclosures, des mises en enclos. En fait, c'est un mouvement d'expropriation de la terre dont ont été victimes tous les petits gens, tous les paysans, toutes les personnes qui, à l'époque médiévale, féodale, bénéficiaient en fait de ce qu'on appelle les communs. C'était les pré-communaux. C'était que l'économie, elle était, au niveau des transports, c'était pas développé comme aujourd'hui, et donc l'économie fonctionnait plus en vase plus clos. On disait qu'un village, c'était une unité écologique et une unité économique. Donc le seigneur possédait les terres, mais il ne jouissait pas de tous les droits sur ces terres. Il y avait des droits d'usage et des droits communaux qui étaient des vieilles traditions, qui étaient aussi dans l'intérêt du seigneur, parce que ça veut dire que les paysans, les paysannes se rassemblaient pour décider de comment ils allaient faire usage des ressources du village. En gros, on fonctionnait en autarcie nécessaire, parce qu'il n'y avait pas tant d'échanges économiques entre différentes zones géographiques. Et donc qu'on habite à proximité d'un marais ou à proximité d'une forêt, et qu'on ait besoin de faire paître les bêtes, il y avait des décisions qui étaient prises collectivement dans des assemblées paysannes. Et les pré-communaux, comme elle le dit, elle, c'est là où elle habite. Parce qu'elle n'a rien. Elle n'a pas de mari, pas d'enfant, elle n'a pas hérité d'un lieu où habiter, mais ces espaces communaux, justement, étaient destinés aux personnes qui avaient le moins de moyens, mais dont la communauté avait besoin. Et ils avaient de fait un endroit où vivre. Et ensuite, on se réunissait pour décider de faire le bois, où est-ce qu'on allait le stocker pour qu'il sèche bien. On se répartissait le bois, on cultivait, on avait des bêtes. Le seigneur avait le droit d'exiger l'impôt, ça c'est ce qu'on a appris à l'école, la gabelle, la dîme, etc. Mais peut-être ce qu'on apprend moins, c'est que en parallèle de ça, il y avait une économie d'usage des terres qui était l'intelligence des paysans et des personnes qui ne possédaient rien, donc de la majorité des gens comme aujourd'hui. Et il y en a une minorité qui possède et qui a un droit de propriété, et il y en a une majorité qui possède rien et qui aimerait bien pouvoir développer un peu plus notre intelligence à partager ce qu'on a. Et quand il y avait des communs, cette intelligence-là, elle était de fait. On vivait des ressources et donc on décidait de partager le bois. Les récoltes, on les faisait tous ensemble, on moissonnait tous ensemble parce que c'était le moment de faire la récolte. On rassemblait tout ça, chaque personne avait droit à ce dont il ou elle avait besoin pour vivre. On peut aussi appeler ça une économie de subsistance. Ça veut dire que c'était tout dans l'intérêt du Seigneur que les gens qui vivent pour lui, qui travaillent pour lui, aient le minimum pour vivre. Mais ce n'était pas encore le salariat. Ce n'était pas de l'argent pour une tâche effectuée, c'était une autre intelligence qu'on a un peu
perdu de vue aujourd'hui, mais en fait ça a été... Bref, c'est relativement volontaire aussi qu'on ne puisse pas développer cette intelligence-là de quoi j'ai besoin moi pour subsister à mes besoins. Et quand il y a eu l'expropriation des terres par le phénomène des enclosures qui a commencé en Angleterre, et bien justement, les personnes de peu de moyens, et notamment les femmes, ont été expropriées, ont été expulsées de là où elles vivaient et des sagesses qu'elles avaient apprises, des connaissances qu'elles avaient apprises. D'aller récolter les plantes, c'est aussi se promener dans les terrains communaux, c'est savoir ce qui pousse partout. Plus on met des barrières, moins on peut aller chercher les plantes dont on va avoir besoin, parce que maintenant cette terre, elle appartient à quelqu'un. Elle est plus collective. Donc j'en sais rien, entre l'État et la religion, voilà, on peut juste voir que historiquement, ça se passe au même moment. La religion dit les sorcières sont des hérétiques, les guérisseuses sont des hérétiques, les femmes autonomes, les femmes qui vivent seules, les femmes qui ont l'air d'être à l'aise avec leur corps, enfin, les femmes qui connaissent le rapport de la chair à la naissance, à la mort, au sommeil, aux angoisses, ces femmes-là sont des hérétiques. Et en même temps, de toute façon, on a besoin de les virer de ces terres. Et il y a l'expropriation de la connaissance aussi. C'est qu'en les tuant, on est en train de perdre leur savoir. Et ce dont elles étaient, notamment les gardiennes, c'était la... Je vous montre, juste pour le cycle des saisons. Vous avez sans doute déjà remarqué que les festivités chrétiennes, c'est aussi des festivités païennes. C'est une vieille histoire de pourquoi est-ce qu'on brûle une bûche au solstice d'hiver. Aujourd'hui, on mange une bûche en sucre. Mais en fait, on brûlait une bûche parce que c'est les plus longues nuits de l'année. C'est celles où on a le plus froid. C'est des nuits qui font un peu peur parce qu'elles durent tellement longtemps qu'en fait, on brûlait une bûche. On disait qu'il fallait que la bûche brûle jusqu'à ce que le soleil revienne. Et dans les traditions de sorcellerie, en fait, on trouve les 4 fêtes, solstice d'hiver, solstice d'été, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne. Et on en trouve aussi une intermédiaire entre chaque mouvement du soleil. Donc solstice d'été, il est au plus haut. Équinoxe d'automne, il est au point médian. Solstice d'hiver, il est au plus bas. Équinoxe de printemps, point médian, et ainsi de suite. Et on a les fêtes intermédiaires. Imbolc, c'est début février, c'est entre les deux. Beltane, c'est la prochaine à venir, c'est début mai. C'est la fête des amoureux, la fête de l'érotisme, la fête des semences, la fête de l'ensemencement de la vie, quoi. Début septembre, Lughnasadh, c'est les toutes premières récoltes. Et début novembre, Samhain, dans le calendrier chrétien, c'est la fête des morts. Et c'est la célébration des ancêtres, en fait. Et Imbolc, c'était quoi? Et Imbolc, début février, je sais pas. Celui-là, je l'aime bien. Si, c'est le grand nettoyage, justement, c'est le moment de... C'est comme si tu mettais les graines vraiment sous terre, très profond. Et Imbolc, c'est vraiment la période des bougies. Là, c'est plus les bûches et les feux de bois. Et là, c'est les bougies qu'on allume chez soi pour poser les premières idées. Parce qu'en fait, il y a une autre façon de... Il y a plein de façons de regarder cette roue. Je voudrais vous le raconter parce que ça a vraiment un lien avec les femmes. C'est qu'en sorcellerie, on ne considère pas qu'il y a un dieu, qui plus est masculin, extérieur à soi. Il y a beaucoup de religions dans lesquelles la forme du divin, elle est extérieure à nous. Elle se situe quelque part dans les nuages, elle se situe dans un temple, mais c'est comme si nous, pauvres humains, il fallait qu'on aille implorer une grâce divine. En sorcellerie, quand on fait de la magie, on considère qu'on fait partie du tout. Il n'y a rien qui nous soit extérieur. Et en sorcellerie, on aura plutôt la figure de la déesse et la figure de Dieu, qui sont en fait les deux parties d'un même tout, qui est la vie, quoi, qui est le symbole de la vie. Et donc, c'est la déesse qui a une place un petit peu plus importante que le dieu, dans le sens où, vous allez voir, j'essaye de vous le raconter, au solstice d'hiver, on dit que la déesse
donne naissance à un fils. Ce fils grandit, et au niveau de l'équinoxe de printemps, il commence à être un gaillard, et au niveau de Beltane, il devient l'amant de la déesse. Là, ils font l'amour, ils enfantent. Début septembre, ils donnent naissance à début septembre, il donne naissance à un fils, à une lignée. À sa main, il meurt. Et arrivé au solstice d'hiver, elle réenfante à nouveau l'homme qui deviendra son amant, avec qui elle aura un enfant. Et donc l'homme, il a cette forme protéiforme, on dirait tout à fait hybride. La femme, c'est et la mère et la jeune fille à Beltane, et la femme qui devient mère, puis la vieille femme qui perd son amant, puis elle redevient mère. Et tout ça, voilà, fait partie de la roue des saisons, du creux de l'hiver jusqu'à l'abondance de l'été, et ainsi de suite. Voilà, et je voulais vous dire ça sur les... C'est ce qui a fait qu'elles ont été l'objet de cette chasse. Et donc, pour moi, la magie, c'est pouvoir ramener ce qu'on considère être spirituel vraiment à l'intérieur de nous et se sentir partie prenante de la matière de la vie et considérer qu'on fait partie de ce grand mouvement. Voilà pour la théorie. Je pourrais aller plus loin avec l'éthique protestante et tout, mais bon, je crois que vous voyez. Pourquoi moi, c'est important pour moi de le raconter, parce que c'est un peu une contre-histoire. En fait, on a tendance à dire 16e, 17e. Si j'aurais pu vous demander, on a tendance à dire c'est les lumières, c'est le progrès, c'est les avancées scientifiques, etc. Mais c'est aussi la perte d'énormément de rituels et de rapport à la nature et de rapport à soi qui nous autorise à être des êtres charnels, à être des êtres incarnés, et à ce que notre incarnation elle soit légitime et juste pour ce qu'elle est, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien la contre-histoire, et c'est normal qu'encore aujourd'hui on dise ah c'est des sorcières. Et c'est des sorcières parce qu'elles parlent d'orgasme, ou parce qu'elles parlent de leur corps, ou parce qu'elles... Voilà, c'est tout un rapport à la chair qui est encore aujourd'hui tabou, et qui est pas étranger à cet étiquetage de sorcière. Donc voilà. Je vais reprendre le bol, je vais refaire un petit tour dans la suite parce que là... Attends, je me mets vraiment en culotte cette fois. Quand même. Pas mieux pour moi. Tu bouffes. Tu gueules. Ah oui, j'aime bien dans la suite quand on chante.